Lors de ses finis, le conseil d'administration de Renault a entériné définitivement ce matin la décision de fermeture. Réaction très amère des salariés. Pari réussi pour les organisateurs de l'Europride de 97. Plus de 200 000 personnes ont manifesté dans la capitale pour la reconnaissance sociale des couples homosexuels. Premier grand départ en vacances quelque peu gâché par la météo. Un accident a bloqué l'autoroute Paris-Le Mans une bonne partie de cette journée. Le prince Charles d'Angleterre est arrivé à Hong Kong où il va assister aux cérémonies de rétrocession du territoire à la Chine. Dans ce journal, reportage également sur le démarrage des soldes d'été et sur la deuxième défaite du 15 tricolore face aux Australiens. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 200 000 personnes ont manifesté cet après-midi à Paris pour l'égalité des droits et la reconnaissance sociale des couples homosexuels lors de la marche baptisée Europride, une édition 97 marquée par la promesse du nouveau gouvernement français d'instituer un contrat d'union sociale. Sur le Gai Paris, reportage Valérie Fourniou, Yann Schickel. Une marée humaine et une atmosphère de liesse pour cette 20e Euro-Gay Pride aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce drapeau, les couleurs phares des homosexuels du monde entier. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel gay qui s'appelle entre autres le drapeau Rainbow. Et puis on est là pour s'amuser, faire la fête et puis voilà quoi. Et il faut la liberté à tout le monde. Ok? Il faut pas de cage, pas de prison, pas de chaîne, rien du tout. Libre, comme les oiseaux. Une tenue, un pied de nez au conformisme, un peu de provocation. Gay Pride veut dire fierté d'être homosexuel. Fiers et satisfaits, eux qui viennent d'obtenir gain de cause avec la proposition de loi sur le contrat d'union sociale il y a 4 jours à peine. Contrat d'union sociale, la possibilité de gérer notre mort en fait. Parce que quand on est en couple, et puis qu'il y en a un qui disparaît, c'est le problème pour l'autre. Et c'est quand même bien qu'on puisse décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire de nos biens. Moi j'ai besoin de légitimité, j'ai besoin qu'on me reconnaisse en tant qu'individu et en tant que couple. Une reconnaissance sociale qui n'existait jusqu'à présent que dans les pays nordiques. Et aujourd'hui, les homosexuels européens attendent beaucoup de l'exemple français. Cela a une importance internationale, c'est-à-dire il y a d'autres pays qui sont en train de regarder ce qui se passe en France. J'ai bon espoir que le gouvernement anglais de Tony Blair, notre nouveau Premier ministre, reconnaisse les droits des homosexuels et des transsexuels, afin que tout le monde soit à égalité devant la loi. Ce contrat d'union sociale, qui concerne tous citoyens, y compris les homosexuels, était l'une des promesses électorales du nouveau gouvernement français. La lutte contre l'exclusion, la lutte contre le chômage sont les priorités de ce gouvernement et le contrat d'union sociale participe de la lutte contre l'exclusion, donc ça devrait venir assez vite. Le cortège, parti de République, a réuni 300 000 personnes selon les organisateurs, 150 000 selon les autorités, jusqu'au parc de Reuilly où la fête est prévue jusqu'à l'aube. Précisément, la fête n'est pas finie, loin de là, avec ce soir sur la pelouse de Reuilly, après toute une série de débats, un méga show en plein air avec une pluie de stars. Tout de suite, nous retrouvons en direct Florence Daucher. Florence. Oui, bonsoir Bruno. Une ambiance absolument délirante ici ce soir, qui vient de connaître un moment de pause, au moment de l'observation d'une minute de silence en mémoire des disparus victimes du sida. Alors, quand la musique s'est interrompue pendant quelques instants, se sont exprimés des associations, les représentants qui ont donc rappelé la revendication principale des homosexuels, à savoir la reconnaissance de leur couple au même titre que les couples hétérosexuels. En France, donc, la situation est au balbutiement. En matière de la vie en concubinage n'est toujours pas reconnue, pas non plus de protection sociale, et en matière de succession, c'est le néant. Voilà pour l'aspect sérieux. Dans quelques minutes, vers 21h, devrait démarrer le show, le grand show, prévu donc à 21h. 3 heures de spectacle non-stop, plutôt disco, qui sera ouvert par Yvette Horner en personne. Voilà Bruno. Merci, bonne soirée. N'oubliez pas cependant que vous présentez tout à l'heure le dernier journal. Ce millésime 97 a été l'occasion de vérifier la présence de plus en plus visible dans le défilé de chars commerciaux, entre guillemets, et de sponsors. Les homosexuels ont un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne et ils sont considérés comme de bons consommateurs. Au total, le business gay, comme on dit, représente en France environ 1200 entreprises. Reportage Nicolas Vinclair, Patrick Desmully.
Accrochez-vous, ce soir, on s'invite au Queen. Cette boîte de nuit est devenue l'une des institutions des nuits gays parisiennes. À l'intérieur, on est souvent au bord de la surchauffe, alors on utilise quantité de liquide de refroidissement. Les homos ont des revenus supérieurs de 30% à la moyenne des Français. Or, ils ont la plupart du temps soif d'expérience ou soif tout court. Vous sortez souvent? Tous les soirs. Tous les soirs, vous claquez un fric monstre ou pas? Ouais, bien sûr. La clientèle gay est intéressante, déjà pour une raison évidente, c'est que c'est une clientèle qui adore faire la fête. Donc je ne sais pas si financièrement elle est plus ou moins intéressante que la clientèle hétérosexuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les boîtes gays, on s'amuse un petit peu plus déjà. Dans les rues du Marais, on s'amuse pas mal aussi, merci. Depuis les débuts des années 80, les commerces gays ont fleuri comme des roses aux quatre coins des rues. On y trouve de tout. Des pharmacies branchées, des instituts de beauté où on pourra toujours aller se faire une laideur, des antiquaires au goût du jour, des coiffeurs, mais là d'accord, ça n'étonnera personne. On continue la visite avec des magasins de design ou de mode. En France, on compte en tout pas moins de 1200 établissements gays et pour eux, ça va merci. Tous les voyants sont au vert. Ils font en tout largement plus d'1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Le dynamisme des entrepreneurs gays et de leur clientèle a permis de créer en 5 ans plus de 300 emplois à Paris. D'après les sondages, ce sont ceux qui voyagent le plus, qui vont le plus au cinéma, qui vont le plus au restaurant. Donc ce sont des consommateurs, ce ne sont pas des épargnants. Donc ils ont un pouvoir d'achat intéressant. Dans le Marais, seule une minorité se plaint de la transformation du quartier. L'arrivée des homos a souvent permis de donner un petit coup de fouet bienvenu au commerce voisin. C'est un village qui a une particularité, comme il y a le quartier juif, il y a un petit quartier comme ça homo, qui représente 3 ou 4 magasins par rue, et que ça se passe beaucoup mieux qu'on veut nous le faire croire. Si beaucoup d'annonceurs s'intéressent aujourd'hui à cette clientèle dépensière et remuante, c'est le signe qu'à défaut d'accepter complètement les homos, on aime en tout cas bien leur argent. Ceux qui s'intéressent au cours du billet vert savent que celui du billet rose est en hausse. Autre grand titre de l'actualité, la fermeture confirmée de l'usine belge de Renault Vilvoorde. Après avoir pris connaissance des conclusions d'un rapport d'expertise, le conseil d'administration a définitivement entériné la décision de Louis Schweitzer de fermer ce site. Les syndicalistes, pas franchement surpris, ont exprimé leur déception, pour ne pas dire leur amertume, en mettant en cause les promesses non tenues des socialistes français. Reportage Agnès Molinier, Delphine Le Goeff. La nouvelle tombe sous forme d'un communiqué. Et ce qu'ils retiennent surtout de ce morceau de papier, c'est que leur usine de Vilvoorde en Belgique va fermer. Bien sûr, ils obtiennent un délai. Bien sûr, la direction s'engage à reclasser 400 personnes dans ses filiales, à trouver une activité de remplacement sur le site et à négocier un plan social. Mais pour les salariés belges de Renault, c'est la défaite. Nous avons espéré que la décision de fermeture soit annulée. Nous avons espéré qu'un gouvernement socialiste aurait choisi parti des travailleurs de Vilvoorde. En fait, le conseil d'administration n'a fait qu'entériner un rapport d'experts qui conclut que la fermeture de Vilvoorde est la seule solution envisageable. Les administrateurs n'ont pas voté. Ceux qui représentent l'État et les salariés n'ont donc pas eu à donner leur avis. Ce qui fait dire aux syndicats que le gouvernement ne s'est pas opposé au projet de Renault. Est-ce que M. Jospin a tenu ses promesses? En ce qui me concerne, et nous allons voir ça avec notre organisation, mais je peux déjà dire que les promesses ne sont pas tenues. Il n'a pas fait ce qu'il a dit. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'avait dit M. Strauss-Kahn, qu'on allait avoir du positif. Ce soir, les syndicats sont unanimes pour condamner la décision de Renault. Après 4 mois de combat, les salariés belges présents ce matin à Paris ont regagné Vilvoorde en menaçant d'actions plus radicales. Cette usine de Vilvoorde est en grève depuis maintenant 3 semaines. Un conseil d'entreprise sera réuni dès demain dimanche pour prendre officiellement connaissance de la décision du conseil d'administration. Reste maintenant à négocier le plan social. Sur place, Marianne Mas et Dominique Mas ont recueilli les réactions des salariés. Ils savent que tout espoir est mort, mais ils veulent rester debout. Alors les ouvriers de Vilvoorde organisent des micro-actions qui ne durent que quelques minutes devant les caméras, et puis ils remballent les banderoles. On les sent désabusés et complètement perdus. Le phénomène est resté depuis le mois de février comme ça. Nous sommes tenus en balance avec des informations au 3e ou 4e degré, sans avoir directement une consultation bien précise. Et toutes les fois qu'on a été assemblés, on nous a donné une espérance qui aujourd'hui finalement est terminée. Ici, c'est donc la fin des illusions. Le rapport de l'expert, joué d'avance. Les promesses de Lionel Jospin, purement électoralistes.
Moi, je pense qu'il a cru que les socialistes ne vont pas gagner les élections en France. Mais maintenant, ils ont gagné les élections. Maintenant, ils devaient faire quelque chose. Seule promesse encore vague, celle de réembaucher 400 personnes sur le site. Déjà 300 salariés ont trouvé du travail ailleurs et 500 autres pourraient bénéficier de mesures de pré-retraite. Il en reste encore 2000. Vous avez encore envie de travailler pour Renault? Travailler pour Renault, non, pas vraiment. Le mariage Vilvoorde-Renault n'est plus après 75 ans, donc je vous dis que la déception est urgente, mais longtemps encore. Ça, je crois longtemps encore à Vilvoorde. Oui, on parlera de cette période. Ce soir, Vilvoorde attend le retour de ses leaders syndicaux pour travailler maintenant sur la reconversion du site. La pluie a passablement perturbé les premiers grands départs en vacances et un grave accident a provoqué la coupure de l'autoroute A11 Paris-Le Mans. Un poids lourd a percuté le pilier d'un pont actuellement en cours de démolition. Reportage Valérie Gagé, Roger Mathurin. Le chauffeur du 38 tonnes s'est probablement endormi. À 3h30 cette nuit, son camion est venu s'encastrer sous ce pont de l'autoroute A11, enfonçant les 4 piliers qui le soutenaient sur la droite. Les secours dépêchés sur place n'ont pas réussi à sauver le conducteur. Le camion était en feu et c'était bon un transporteur d'Orange, et donc il y a eu 2 petites lances de nuit tout de suite en batterie. Et donc ensuite nous avons découvert le corps 3/4 d'heure après, entièrement brûlé. Le choc a été si violent qu'une partie du pont s'est affaissée sur la chaussée. Dès ce matin, à l'aide de marteaux-piqueurs très puissants, les services techniques de Cofiroute ont fait tomber ce qui restait du tablier. Puis, morceau par morceau, les pelleteuses ont enlevé quelques 800 tonnes de gravats pour rétablir au plus vite la circulation, interrompue entre le péage de Chartres-Est et celui d'Ably dans les Yvelines. La fermeture de cette portion de l'autoroute A11 a provoqué de multiples embouteillages. Le péage était gratuit aux sorties proches du lieu de l'accident et à l'heure des grands départs en vacances, les automobilistes se montraient plutôt philosophes, à quelques exceptions près. Je suis fortement mécontent parce qu'on laisse les automobilistes s'engager sur l'autoroute alors qu'on sait très bien qu'elle est coupée. Difficile vacances. La pluie et la file. Du moment qu'on taxe pas, on s'en fout. Cette autoroute A11 a été réouverte à la circulation dans le sens Paris-Province depuis 18h30. Dès ce week-end, une première vague de quelques 27 millions d'automobilistes est attendue sur les routes, des routes que l'on ose qualifier d'estivales, en compagnie de Nathalie Moisan et de Jean-Louis Quérec, scène de vie quotidienne sur l'autoroute A6. Ils ont choisi de partir tôt, dès le premier jour des vacances, sans attendre, alors que la journée est classée orange en Île-de-France. À 8h, 50 km au sud de Paris, les vacanciers ont le sourire. Ils n'ont croisé ni les encombrements, ni les intempéries annoncées. Au PC de Fleury, la Société des autoroutes révise ses prévisions sur le trafic à la baisse. 38 000 véhicules attendus aujourd'hui, c'est à peine plus que la moyenne d'un jour ordinaire. Par rapport à un vendredi soir par exemple où les gens partent en week-end, c'est plutôt plus calme puisque sur cette partie-là, sur cette partie supérieure de l'autoroute A6 qui est là, donc qui est complètement verte, normalement le vendredi soir c'est bien rouge. La radio des autoroutes n'annonce aucun ralentissement. 10h18, la circulation s'écoule plutôt bien ce matin sur les autoroutes du sud et du sud-est de la région parisienne. En Bourgogne, les caravanes ou les pactages sur les toits sont rares, mais où sont passés les juilletistes ? On a vraiment un éclatement des vacances, donc en quantité les gens continuent à partir, mais ils s'étalent davantage sur les 2 mois d'été. Des départs étalés qui font la joie de ceux qui ont pris la route dès aujourd'hui. Bon là ça fait que 2 heures qu'on est parti, donc c'est vrai que de toute façon on s'attendait à tout, hein. C'est pas ça. Je m'attendais à beaucoup plus de monde. Ça se passe très bien, jusqu'ici on n'a pas de problème. Les campagnes d'information et de prévention ont porté leurs fruits. Témoin, l'affluence toute la journée dans les stands qui permettent de tester sa vue ou de gonfler ses pneus. Bonne route, bonnes vacances, merci. Aujourd'hui, sur la route des vacances, c'était un peu un jour de chance.
Et après les fatigues du voyage, c'est enfin la découverte de la Grande Bleue. Du côté de Nice, les vacances ont déjà commencé, et bien commencé, comme l'ont constaté Olivier Théron et Jean-Paul Birlin. Branle-bas de combat sur la Côte d'Azur, les juilletistes sont en vue. Pour ce premier jour de vacances, le soleil a fait son apparition pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui, venant de très loin, ont fui les intempéries. Sur les plages déjà bondées, le juillettiste se reconnaît facilement à son teint plutôt pâle et son envie de s'amuser. Nous, on est venus ici surtout pour faire un stage de plongée sous-marine. Donc on est là pour 15 jours. Pour certains, les vacances, c'est encore du travail. Après un trajet souvent long pour rallier le sud, il faut transpirer avant de pouvoir se baigner. On est parti hier matin, donc il nous a fallu une journée et demie, parce qu'on a pris notre temps sur la route. Voilà. L'objectif, c'est de visiter, c'est de beaucoup visiter parce que j'aime beaucoup la région. Et puis, c'est aussi d'aller à la plage, bien sûr, pour les enfants. Sur une Côte d'Azur toujours en perte de vitesse, les professionnels font tout pour reconquérir les touristes français. Les activités de voile ou de plongée sous-marine se développent. Quant aux tarifs, tous ont bien compris la leçon des saisons passées et il faut les revoir à la baisse. Côté plage et restauration, on fait aussi des efforts, c'est devenu une question de survie. Nous sommes 30 sur la croisette, il y a une compétition qui est un peu ouverte. Nous, on a des prestations que d'autres n'offrent pas, d'autres ont des prestations que nous n'avons pas. Chacun y va de son idée, de son bon sens, et puis on essaye de faire plaisir à tout le monde. La saison est donc lancée avec tout pour faire rêver. Si les Italiens, les Hollandais, les Allemands et les Anglais sont déjà là, les Français sont en train d'arriver. Après, ce sera vraiment la magie de l'été. Pour se régaler tout l'été, mangez ces petits pralinés. Bien bronzés, vous serez sur le sable doré. Voilà, la Saint-Irénée dévorait ses pralinés. La retraite pour le Clémenceau après 30 années de bons et loyaux services. Ce matin, le porte-avions a quitté la rade de Brest pour le port de Toulon, où il sera progressivement désarmé. Le Clémenceau va être remplacé par une nouvelle génération de bâtiments, à commencer par le Charles de Gaulle à propulsion nucléaire. Les 600 hommes d'équipage ne cachaient guère leur émotion ce matin. La Marine nationale fera ses adieux officiels et définitifs au Clémenceau le 17 juillet prochain à Toulon. Les sans-papiers de l'église de Saint-Bernard ont commémoré aujourd'hui le premier anniversaire de l'occupation de cette église du 10e arrondissement de Paris. Un anniversaire qui a été l'occasion de parrainage républicain à la mairie du 18e. Mairie occupée par une partie de la journée par les sans-papiers, inquiets de certaines informations contradictoires quant à la réalité de leur régularisation administrative. Finalement, la police a évacué la mairie du 18e, mais sans procéder à des interpellations. Évacuation plutôt musclée, puisque 6 personnes, dont un CRS, ont été blessées. Le prince Charles, représentant la reine Elisabeth II d'Angleterre, aux cérémonies de rétrocession de Hong Kong à la Chine lundi prochain, l'héritier du trône britannique est arrivé à Hong Kong. Il résidera sur le yacht Royal Britannia, à bord duquel il repartira dès lundi soir, laissant derrière lui un territoire partagé entre nostalgie et appréhension. Jean-Marc Quillouz. L'histoire s'écrira donc une nouvelle fois à coups de canon, 21 aujourd'hui, non plus cette fois pour se tailler un morceau de Chine, mais pour accueillir le prince Charles, venu faire à Hong Kong ses adieux à l'Empire. La fin de monde pour cet Écossais made in Hong Kong, venu rendre les honneurs dans l'ancienne résidence coloniale, et la tristesse du prince Charles. Et puis, avec 48 heures d'avance sur les cérémonies chinoises, l'adieu à 156 ans d'administration britannique et l'émotion mal contenue du gouverneur Patten, l'homme qui depuis 5 ans ferraillait pour l'honneur avec les futurs maîtres chinois de Hong Kong. Le soleil couchant, pas seulement pour l'Empire, mais peut-être aussi pour la démocratie octroyée tardivement par les Britanniques, au siège du Parlement élu voilà 2 ans à peine, et remplacé par une assemblée déjà choisie par Pékin, la dernière séance marathon de ceux des députés condamnés au chômage, pour longtemps peut-être. Dans les rues à touristes, c'est la bière qui permet à tous, Hongkongais et Britanniques, de noyer beaucoup de nostalgie et un brin d'appréhension derrière une joie de façade.
Et puis il y a les pragmatiques. Une véritable frénésie s'est emparée des philatélistes. Le timbre frappé à la date du 30 se vend à la pelle. Ils vont forcément prendre de la valeur, dit cette Chinoise. À l'aéroport, les officiers de l'armée populaire de libération déambulent déjà avec assurance. Et comme chaque fois que le monde bouge, l'histoire accouche aussi d'une farce. Whisky et soda, les chiens du gouverneur Paten ont raté leur avion. Une menace de grève d'Air France a reporté leur départ. Élection législative anticipée en Albanie demain dimanche, une sorte de quitte ou double pour l'actuel président Sali Berisha, très engagé dans la campagne et qui tente de recouvrer une autorité perdue dans un pays ruiné et en plein chaos. À 53 ans, Sali Berisha reste l'homme qui a mis fin à 45 ans de communisme, mais ses détracteurs l'accusent de s'être transformé en dictateur. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud, Jacques Grégor. La force multinationale sur le pied de guerre pour ses premières élections en Albanie depuis l'insurrection de février. Au total, 2500 des 7000 hommes qui composent la force s'installent sur le terrain pour surveiller 4500 bureaux de vote et assurer la protection des observateurs. Ici, le siège de la commission électorale gardé par les Italiens. La force multinationale aura même veillé sur la sécurité des meetings électoraux comme celui du Parti démocrate du président Berisha. Sali Berisha venait d'essuyer des coups de feu 1 heure avant dans la ville de Louchnia. Le président albanais s'est tellement investi dans cette campagne électorale qu'il en a perdu la voix. Vous avez du succès, monsieur le président, vous avez du succès. Pourquoi ce succès dans cette ville spécialement? La démocratie va... La démocratie vaincra peut-être, mais Berisha aura du mal à tenir sa promesse de rétablir la sécurité dans les 2 mois. Les socialistes l'accusent d'avoir lui-même fait distribuer des armes à ses partisans. Les gens ils ont pris les armes par Berisha, parce que c'est Berisha avec le ministre de la Défense et le chef du service secret qui ont donné l'ordre pour ouvrir les dépôts des armes. Les socialistes, à travers leur chef Fatos Nano, veulent prendre leur revanche contre le président Berisha. C'est Berisha qui a fait jeter Fatos Nano en prison pour détournement de fonds, mais c'est l'insurrection qui l'en a fait sortir. Les 2 hommes se sont battus finalement sur le même thème de campagne, la sécurité. Cette place de Tirana est d'habitude noire de monde le samedi, mais ce soir, les Albanais retiennent leur souffle. Cette campagne électorale a marqué la division du pays. Le président Berisha n'aura pas pu se rendre dans le sud insurgé. De même, Fatos Nano, leader socialiste, n'aura pas pu aller dans le nord aux mains des partisans du président Berisha. New York, c'est Rio plus 0. Commentaire signé de l'un des délégués du 2e sommet de la Terre qui s'est achevé sur un échec. Faute de volonté politique, aucun accord n'a pu être trouvé sur des questions aussi majeures pour l'avenir de notre planète que la lutte contre l'effet de serre, la pollution de l'air, de l'eau ou encore la protection de la forêt. Et pourtant, les délégués ont reconnu unanimement que l'environnement s'est dégradé depuis 5 ans. Exemple de cette lutte entre le pot de fer et le pot de terre en Russie, les efforts désespérés d'un certain nombre de défenseurs de la nature pour sauver une espèce en voie de disparition, les grues de Sibérie. Le tout sans moyens et avec des bouts de ficelle, comme vous allez le constater avec ce reportage de Dominique Derda et Eric Messi. Sur les berges du Prat, à 350 km à vol d'oiseau de Moscou, on aperçoit parfois de drôles de volatiles. Cette petite boule de duvet d'à peine quelques semaines est une grue de Sibérie, une espèce devenue si rare qu'elle serait en voie d'extinction définitive si ne se cachait sous ce déguisement une mère d'adoption que depuis sa naissance elle suit pas à pas comme une vraie maman. Depuis 20 ans, les scientifiques de la réserve naturelle d'Okski tentent coûte que coûte de sauver ces oiseaux migrateurs dont ne subsisterait plus qu'une quinzaine d'individus à l'état sauvage. Mais les moyens manquent cruellement. Le ministère russe de l'Environnement, qui jadis prenait tout en charge, n'existe plus. Les salaires sont encore versés de temps à autre, mais rien pour nourrir ces oiseaux, rien pour la recherche, rien pour les expéditions dans le Grand Nord où chaque année, au début de l'été, on relâche ces jeunes grues, dans l'espoir qu'au premier froid de l'automne, elles s'envolent pour les Indes ou les marais d'Iran. La Russie a d'autres priorités, d'autres bouches à nourrir. В природе
En Russie, la nature, on l'exploite comme un produit de consommation. Ce pays, contrairement à d'autres, n'est pas encore assez stable pour que l'on songe à protéger l'environnement et à y mettre de l'argent. Quand il a de quoi s'offrir quelques litres d'essence pour son canot, et c'est de moins en moins fréquent, Yuri Kotyukov remonte le cours de la rivière pour répertorier les oiseaux qui y nichent. À 41 ans, avec 25 ans d'expérience, ce zoologiste gagne 400 francs par mois. Son métier, il le vit comme un sacerdoce convaincu, malgré toutes les difficultés matérielles, de l'importance de sa mission. Si on ne prenait pas soin de ces oiseaux, si on ne protégeait pas cette rivière pour qu'elle reste propre, eh bien il n'y aurait plus d'endroit où l'homme pourrait venir se détendre. Et même les travailleurs ne seraient plus en état de travailler. Les employés de la réserve vivent en autarcie presque complète. 3 fois par semaine, l'épicier du village voisin vient leur vendre du pain, des pâtes. Pour le reste, ils se débrouillent, ils ont des vaches, des poules. Et il y a le jardin, la pêche, les champignons et les baies de la forêt. Certains ont bien songé à ouvrir au public les portes du domaine, moyennant quelques roubles, leur montrer ces bisons qu'on élève comme les grues pour les relâcher ensuite. Mais tous craignent que le tourisme ne mette en péril l'équilibre fragile de la nature. Alors ils attendent, patiemment, des jours meilleurs. Ceux qui viennent travailler ici sans trop savoir pourquoi, ils ne tiennent pas longtemps, 1 an maximum. Après, ils vont chercher ailleurs. Mais ceux qui restent, comme nous, c'est pour la vie. Loin du monde et des tempêtes qui secouent la Russie, ces scientifiques et leurs enfants ont trouvé dans leur réserve comme un havre de paix. Un refuge. Une espèce qui n'est pas en voie de disparition, bien au contraire, les soldes d'été ouvertes depuis hier, une tradition qui tombe à pic pour relancer une consommation en panne. Confirmation avec ce reportage de Jean Pézieux et Virginie Hadot à la Saint-Irénée, c'est donné. Un quartier en effervescence cet après-midi, celui des grands magasins. Les clients se précipitent comme chaque année pour profiter des soldes d'été, les remises allant de 30 à 50%. Dans ce magasin populaire, les achats selon la direction sont 3 fois supérieurs à ceux d'un jour habituel. Ce qui a le plus de succès, les petites pièces d'habillement. Ici, le rayon homme, madame vient d'acheter 2 vestes pour monsieur. On tape un petit peu dans l'un petit peu plus cher quand même, parce que compte tenu des soldes, bon, finalement on préfère la qualité et avec la réduction. Alors par exemple, ces 2 vestes, elles partent à combien? Elles partent, celle-ci à 690 et l'autre à 590. Rayon meuble ici, ce n'est pas la foule. Les meilleures ventes se faisant avec les canapés. Une réussite, la vaisselle, où on peut s'offrir du cristal au prix du verre. Au rayon femmes, ce qui plaît surtout, les dépareillés. Corsage, robe ou gilet. Cette jeune fille est venue hier repérer ses achats. Vous hésitez entre les deux? Non, je vais prendre les 2. Et lui, là, celui-là Celui-là, il est celle à 199. Au lieu de? Au lieu de 265. Je suis venue aujourd'hui parce que c'est les 2 premiers jours et je crois que c'est intéressant pour trouver ce qu'on a besoin. J'ai déjà acheté la chemise, au premier étage. Et maintenant? Et bien maintenant, je cherche la cravate. Si les clients font des affaires, la direction est ravie avec des ventes en hausse de 30% sur la normale. Dans ce genre d'événement, tout marche, vous savez, et le chiffre d'hier est excellent, celui d'aujourd'hui aussi. Nous visons à peu près 20 millions par journée. Il n'y a pas de secteur qui marche plus que tout le monde, vous voyez ici. En Ile-de-France, les soldes vont durer jusqu'au 7 août. Elles commencent en province la semaine prochaine. Bis repetita, comme samedi dernier, le 15 de France a été battu en Australie, victime d'un début de match catastrophique. L'équipe de France de rugby a ainsi concédé sa 5e défaite consécutive face à une nation majeure de l'hémisphère sud. Christophe Duchiron. Si ça avait été de la boxe, les Français n'étaient pas loin du match nul. Question châtaigne et chamaillerie, les Bleus savent faire. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, c'était rugby, et c'est bien ça le problème. En 20 minutes, les Français vont encaisser 3 essais. Le premier après une charge du paquet d'avant australien, qui pousse et qui pousse. Et si les jaunes avancent et que les bleus reculent, comment voulez-vous que ça finisse? Eh bien le pilier Harry aplati dans l'embut. En début de rencontre, les Français avaient la tête à l'envers. Dans l'hémisphère sud, vous allez me dire, c'est normal. Les Australiens exploitent au mieux les erreurs françaises. Résultat, le petit Gregan donne au grand Little qui marque l'essai 10-0 au tableau d'affichage et bientôt 17-0 après une monumentale erreur tricolore. On donne gentiment le ballon à l'adversaire. Après ça, il n'y a personne pour attraper Ben Kuhn qui finit dans l'embut. À ce moment, les Bleus frôlent la correctionnelle. Heureusement, en fin de première période, le tracteur français a remis un coq dans son moteur. Thomas Castagnet est petit mais diablement costaud pour marquer l'essai. Avec 2 pénalités de la maison, les Bleus sont revenus à 20-13 à la mi-temps.
À ce moment-là, il n'y a pas le feu à la maison, mais heureusement, il y a la maison qui pète le feu. 2 pénalités entre les barres et la France revient à 20-19. On y croit et on a tort, parce qu'en face, Ils, le grand escogriffe, inscrit lui aussi 2 pénalités et la France a encore perdu 26-19. Je suis très déçu pour les garçons parce qu'on a fait des choses intéressantes durant ce match, mais il y a des fautes qui ne pardonnent pas, des ballons perdus en début de match et on donne 2 essais. Et en deuxième mi-temps, un petit manque de lucidité et de maîtrise pour conclure des occasions qui se créent à nous. Bilan des opérations, si le touriste revient d'Australie avec des souvenirs plein la tête, les rugbymen français reviennent eux avec 2 défaites dans les valises. Ça fait quand même cher du déplacement. Avec le retour des beaux jours, point d'exclamation, le château de Versailles renoue avec une tradition des grandes fêtes de nuit. Cette année, ce spectacle grandiose a été revu et corrigé par un jeune scénographe un peu allumé, normal pour un spécialiste des feux d'artifice. Reportage Gérard Dalmas, Daniel Lefebvre. L'astre de l'Europe, héros d'entre les héros, Louis le XIVe se met en scène pour éblouir le monde. Faste des fêtes, Versailles se veut la vitrine du trône. Sa Majesté s'invente une communication à travers des enchantements coûteux à l'extrême. Il va jusqu'à faire diffuser des gravures réalisées comme des photos pour témoigner de sa gloire. Le roi Soleil brille de ses derniers rayons après des grandeurs qui ne tenaient qu'à lui. Mais le flambeau est repris par Louis XV. Louis le bien-aimé ne pense qu'à faire la fête, Bacchus et l'amour. Incroyable, voilà que le monarque se déguise en if taillé. Ah, si les bosquets de Versailles pouvaient causer. La nuit resplendit d'une chorégraphie de lumière, d'eau, de musique, de feux d'artifice. 40 minutes, puisque Versailles était le temple des étincelles royales. Fête de nuit de Versailles, où l'histoire en fête des 4 règnes, des 4 Louis, 13, 14, 15, 16. 1h30 d'enchantement, d'émerveillement. Un morceau de roi. Le divertissement de Versailles ou le règne du rêve, car tel est notre bon plaisir. Dernier journal, Florence Daucher, vers minuit, avant un hommage au commandant Cousteau, une soirée présentée par Olivier Mine avec de très nombreux invités, parmi lesquels Alain Bombard ou encore Jean-François Degnaud et la plupart des collaborateurs de Jacques-Yves Cousteau. Bon anniversaire à Annie Dupéret et Michel Delpech. Dans un instant, le rappel météo avec Laurent Romeshko et un bulletin d'alerte aux orages sur le sud-ouest. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Très très bonne soirée, merci.